Chers amis, bonjour. On est très heureux de vous retrouver avec Vincent. Bonjour Vincent. Chers amis, bonjour à vous. C'est la première de Sans Bornes Actu, qui porte bien son nom puisque ce sera notre émission d'actualité. Et c'est un pilote en fait, quasiment. Pour vous partager un peu les coulisses, parce qu'on est toujours très transparent sur ce qu'on fait, en fait, on va avoir de plus en plus d'émissions, on échange avec vous, de talk, d'actualité. Mais en fait, n'hésitez pas à nous faire vos retours suite à cette première émission parce qu'elle va s'adapter. Donc on n'est pas encore sûr du format et on est très preneur dans les commentaires de vos retours. Et d'ailleurs, cette émission, elle est née de vos commentaires. Parce qu'on a vu dans les commentaires que vous nous aviez dit que vous voulez plus d'échanges. Et donc du coup, on a créé cette émission. Et puis on est content du décor. Eh oui. On est un salon, peut-être qu'un jour il y aura plus de monde, tout ça. Voilà, donc pour nous, c'est une première. Une pensée pour Jacob Abou. Jacob Abou, on a appris qu'il était hélas décédé. Alors certains vont se dire, mais qui est Jacob Abou? Jacob Abou, c'était un grand entrepreneur et un homme de presse et de médias. Il avait notamment créé le journal de l'automobile. Et c'était pour le milieu automobile, vraiment quelqu'un qui comptait énormément. Et puis il était pétri d'humour, il n'arrêtait pas de dire, moi je préfère les ennuis à l'ennui. Et il dit, j'ai un des seuls diplômes que j'ai, c'est mon permis de conduire, et on n'arrête pas de me le retirer. Voilà, mais c'est très vite. Donc pensez à sa famille, à ses filles et tout ça. On continue sur une cible sur un sujet un peu plus gai. Ce que je te propose, c'est qu'on va retrouver un peu chaque semaine une revue de presse de ce qui a été publié. C'est chouette en parlant de presse avec Jacob de se dire, on va toujours commencer par la petite revue de presse. Tu commences? Transition. Ah voilà, alors. Vas-y, fonce et puis chacun deux trucs. Alors. L'idée, c'est qu'on s'étonne chacun et que si on s'étonne chacun, on s'étonne tous. Cette semaine, donc ce mois-ci dans le sport auto. C'est ta cam. Vous allez retrouver plusieurs véhicules, dont un dont je vais vous parler, la nouvelle Bugatti W16. J'imaginais que tu allais parler de Et c'est vrai qu'on aurait pu en parler, mais peut-être qu'on la garde pour une prochaine fois. Et la nouvelle Porsche GT3 RS. Et vous avez aussi la Bentley Bature, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. De toute manière, vous embêtez pas à compter votre livret A si vous pouvez les acheter. Ça, c'est tout vendu. Donc, il n'y a pas besoin de s'embêter. Et une autre voiture qui est belle, moi j'aime beaucoup, c'est celle-là, la Lamborghini. Elle est en plus en blanc, ce qui est rare, une voiture blanche de sport. Et c'est un revival de la Countach en fait. Elle est magnifique. Beaucoup de débats autour de cette voiture. Mon bon Cédric, il faut qu'on avance. L'Autojournal, référent du monde automobile. Donc là, vous avez, je pense que c'est un magazine spécial rentrée parce que c'est celui du 25 août au 7 septembre. Donc vous avez les 20 nouveautés à suivre. Donc ça, c'est toujours bien de se tenir au courant de l'actualité. L'Alfa Romeo Tonale, que vous allez voir bientôt sur la chaîne, que Cédric Tonal, et en fait, il faut dire Tonale avec le lait à la fin. C'est pas la bonne tonalité. La Renault Mégane E-Tech. Et aussi, vous avez une édition spéciale sur toutes ces marques qui n'existaient pas tellement il y a quelques années, qui ont une cote d'amour de folie. On parle de Cupra, on parle d'Alpine, et ben vous allez les retrouver, Tesla. C'est passionnant. Dans ce magazine. Je me tais et je laisse ta place, mon bon Cédric. Automoto, septembre. Ils font sur quoi? Sur Audi. Audi et notamment toutes les nouveautés Audi. Ça, c'est pour t'abonner. Tu vois, ils sont. C'est pas sponsor, mais si vous voulez vous abonner, ils sont vous pouvez. super forts. Hein. J'adore le Q5. Si effectivement il ressemble à ça, ça va être génial. Et moi, ce que j'aime, c'est la calandre un peu. Ouais, je sais pas si ça se dit en nid d'abeille, mais elle est très jolie. Bien sûr, et vous verrez, il y a toutes les nouveautés, notamment, vous savez, celles qui vont devenir entièrement électriques. Le porte-étendard, la nouvelle A6. Foncez, allez le lire. Toi, tu ouvres carrément les pages, toi. Moi, je monte la couverture, toi, tu ouvres carrément les pages. Non, mais j'ouvre le coffre à jouets. Non, mais j'ai été franchement, super chouette. Et puis, Auto Plus de cette semaine se consacre au succès des SUV. Et notamment. Ce qui est marrant, c'est que dans les commentaires, on se prend souvent pas mal de commentaires sur il y en a marre des SUV, il y en a marre des SUV. Mais bizarrement, c'est ce qui se vend. Et alors, ça nous amène en fait à une transition royale pour vous expliquer que l'un et l'autre, on a retenu 3 actualités. En vrai, moi, c'est capable. On est libre. Quelques actualités. Justement, qui doivent vous interpeller. Tu me permets de commencer. Elle est justement autour des SUV et notamment les SUV mid-size. Pour ne pas raconter de bêtises, voilà, je vais aller directement sur mon petit pense-bête. C'est les joies du direct. C'est les joies du direct. Les SUV, c'est vrai qu'il y a quelques commentaires qui disent on en a marre, on en a marre, on en a marre, on en a marre. Sauf que les SUV, notamment les SUV mid-size,
ceux qu'on retrouve, qui sont les plus vendus au monde. C'est la carrosserie, mais qui devance de loin toutes les autres. Et pour de bonnes raisons. Elles sont plus pratiques. Généralement, on y est plus confortable puisqu'on domine la route. Elles ne consomment pas vraiment plus, surtout si elles sont en PHEV. Et c'est le meilleur des mondes pour justement pour le monde entier. Après, on peut argumenter pour ou contre, mais ça fonctionne bien. Et ça fonctionne tellement bien que je regardais les chiffres de progression, sauf en Europe où ça s'est réduit l'année dernière de 5%, mais c'est quand même 1 million de voitures en volume. Mais en Europe, ça avait très très performé, donc c'est de maintenir même un chiffre proche, c'est déjà un succès. En Amérique latine, ça fait plus 81%. USA et Canada, qui sont quand même la terre des SUV, ça fait plus 10%. Donc on n'est pas prêt de les voir disparaître, surtout qu'en plus, ils s'électrifient de plus en plus. Voilà, c'était ma petite info. Ma première info, ta première info. Donc on fait ping-pong ? On fait ping-pong, c'est ce qu'il y a de plus drôle. Allez, on y va. Alors moi, ce que j'aimerais vous parler, c'est le retour d'une marque que certains connaissent, mais que d'autres ne connaissent peut-être pas. Ouais. C'est Polestar. D'ailleurs, comment ça se dit ? C'est Polestar ou Polestar ? Il y a les deux. Moi, je trouve que Polestar, c'est mieux, puisque Polestar, c'est en fait l'étoile du Nord, tu sais. On y va, Polestar. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Polestar était en bataille juridique avec Citroën et DS, parce que le logo pouvait être, aux yeux de Citroën et DS, très ressemblant au chevron de Citroën et DS. Donc du coup, Polestar n'était pas présent sur le marché français. Polestar était présent sur tous les autres marchés, mais pas sur le marché français. Il y avait une décision en fait. Oui, il y avait une décision de justice. Et en fait, ils se sont mis d'accord, ils ont eu un accord pendant l'été, et Polestar va enfin arriver sur le marché français. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, Polestar aujourd'hui, ils ont 2 véhicules. Ils ont, je connais assez peu la marque pour être très transparent avec vous. Allez regarder, T'en as essayé une toi déjà ? Moi, je suis monté dans la Polestar 2. Ouais, exactement. Donc, en fait, vous avez 2 véhicules. Vous avez la Polestar 2 qui est l'équivalent du Tesla Model 3. Exactement. Donc, c'est quelque chose à partir de 45 000 €. Vous avez un coupé qui est le Polestar 1 qui coûte très cher, je crois. Il y a une filiation avec Volvo et Geely aussi. Ouais, en fait, je vais en parler un petit peu. D'ailleurs, Polestar 2, deuxième mini-actualité dans l'actualité. En fait, elle a été surprise dans les Alpes parce qu'elle est sortie en 2020 et ils sont déjà sur un facelift. Donc probablement qu'en France, on aura le droit au facelift et nous, on pourra aller l'essayer. C'est rigolo. C'est super. Et Polestar, c'est quoi ? Polestar, c'est une marque relativement récente, elle date de 96, ça c'est pas très important, mais surtout de base, Polestar était à Volvo ce que AMG est Mercedes. C'était la filiale performance de Volvo. Et en fait, ils ont décidé en 2015, donc à partir de 2015, ça appartenait 100% à Volvo. Et il y avait un coupé qui était magistral, justement. Ah bon le Polestar chez Polestar. Qui était super, qu'ils exposaient dans tous les salons. Allez le voir, Mais là, ils vont avoir... C'est un coupé de super-héros. Hein. Ils vont avoir 2 nouveaux modèles. Pour vous donner un ordre d'idée, ça appartenait à 100% à Volvo à partir de 2015. À partir de 2018, c'est réparti entre Volvo et Geely. Geely, je ne sais pas si je le dis bien, Geely ou Geely. Grosso modo, dit comme on veut. C'est un constructeur chinois qui possède Lotus, qui possède Volvo. On est très content de l'arrivée parce que ça fait un nouveau constructeur, mais j'ai l'impression que depuis 10 ans, on voit tout un tas de nouveaux constructeurs qui arrivent. Lynk & Co, MG, pour nous, tant mieux. Mais il va y avoir un peu du sang sur le... Oui, parce que c'est ma deuxième actu. Ah bon, vas-y, parler. Donc vas-y, c'est super. Parce qu'en fait, pour vous décoller les coulisses, on essaie de surprendre tous les deux pour garder une spontanéité et on ne parle pas de nos actus. Donc du coup, je me tais dessus. J'arrête rapidement sur cette info. Pour que vous vous rendiez compte en termes de part de marché, ce que représente Polestar, 100% électrique. C'est 100% électrique. C'est globalement assez performant. C'est une volumétrie de 30 000 véhicules dans le monde. Donc, ce n'est pas non plus énorme, mais ce n'est pas zéro. Pour vous donner un comparatif par rapport à Volvo, Volvo vend 700 000 véhicules dans le monde. Donc, 30 000 versus 7 000. Et Tesla est... Oui, un peu plus. Polestar, si vous nous entendez, on ira les tester. Bien sûr. Et je te passe la parole. Et c'est des voitures, c'est magnifiquement construit. Et tu sens l'affiliation Volvo et tout ça, c'est génial. Toi qui es un fan, on t'appelle Audiman. Je pense qu'on peut pas loin de t'appeler Volvoman. On ira l'essayer. Ouais, aux États-Unis cet été en repérage et tout ça, il y en avait un petit paquet. Hein, moi, j'avouerai que les amis, je les connais assez très, peu et elles sont très jolies. Elles ont une ligne. On enchaîne. Deuxième truc. Mon bon Cédric, les voitures chinoises. Oui. Elles déboulent, elles débarquent. D'ailleurs, ça fait craindre à beaucoup le fait qu'elles puissent envahir l'ensemble du marché mondial. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi je dis ça? Le mondial de l'automobile est en approche. Certains se disent, zut, ça va être un petit salon parce que d'habitude, dans les énormes salons, 90% du marché y était représenté. Là, ce sera davantage 20%. Et les Chinois se sont dit, hop, on s'engouffre dans la brèche. Ils ont parfaitement raison. On va venir, on va débarquer tous pour justement agiter le cocotier et montrer qu'on existe. Il y a eu un petit effet quand même. Alors là, on parle du salon de l'auto de Paris, Exactement. qui sera à partir du 17 octobre. Salon qui était un peu déserté par les constructeurs dits traditionnels. Et il y a eu une brèche pour les nouveaux constructeurs. Exactement. Et alors, c'est pas, le Covid a accéléré en fait la chute des salons internationaux parce qu'effectivement, avant, il y avait trop de salons. Les constructeurs devaient dépenser beaucoup de sous pour être présents partout et se disaient, mais ça prend des proportions trop importantes. Bref, opportunité pour les Chinois d'être présents à Paris et certains de se dire, est-ce que les voitures chinoises sont intéressantes? Est-ce que justement c'est pas la fin de notre industrie parce qu'on leur ouvre entièrement la porte? Qui plus est avec la législation européenne qui 2030 toutes les voitures sont électriques et tout ça. Ça rappelle un peu l'aviation. Au début, quand l'aviation, on faisait construire les Chinois imposaient qu'on construise les avions en territoire chinois, on avait peur de se faire piquer la technologie. Ouais, et Airbus a dû s'installer là-bas. Les voitures chinoises, moi, ça me passionne en tant qu'entrepreneur. D'abord, ils ont une expérience sur l'électrique qui est effectivement sans doute plus importante que celle de nos anciens constructeurs. Ils y sont mis quasiment en même temps que Tesla. T'ajoutes la force aussi d'un marché intérieur qui est capable à lui seul d'englober leur production. Quand tu as un peu plus d'1 milliard de consommateurs, c'est quand même génial. Donc ça veut dire que quand tu t'extirpes de ton marché, tu vas vendre un peu moins cher puisque tu auras déjà fait un peu ton beurre à l'intérieur. Et puis surtout, tu ajoutes aussi la force de coût de fabrication qui sont moindres que chez nous. Alors là, socialement, évidemment, ça a des conséquences. Est-ce que c'est bien ou pas? J'ai pas envie, mais c'est simplement pour eux, je le mets comme une force. Et tout ça fait dire qu'en plus, ils aiment l'automobile et qu'ils construisent des voitures électriques. On a vu les premières Airways, on a vu les premières MG, qui sont d'assez bonne qualité. Et quand on aime l'automobile et qu'on est amoureux de tout ça, on se dit, ça va être passionnant, justement, au mondial, de découvrir l'industrie chinoise. Moi, je ne le vis pas du tout comme une sorte d'envahissement, comme un observateur. Il faut regarder ce qui se passe. De toute manière, on n'a pas à prendre parti. Nous, on sera là pour couvrir l'actualité et vous relater ce qui se passe. Et s'il y a des très belles voitures, on dira qu'elles sont très belles. Voilà. Exactement. Il y a de très bons téléphones chinois, par exemple. Voilà. Bon, à toi. Je vais faire court. Un petit truc rigolo. Vous l'avez vu dans Sport Auto, il y a la nouvelle Bugatti W16 Mistral qui a été présentée. Elle est magnifique. Superbe voiture, limitée à 99 exemplaires. Les amis, vous embêtez pas à les regarder sur vos PEL et vos livrets A. Combien il y a? 5 millions d'euros pièce. Elles sont déjà toutes vendues. Ça vaut 5 millions. 5 millions. Elles ont déjà été toutes vendues. Autre point, si vous voulez vous rattraper, Bugatti a sorti un billard. Magnifique le billard. Allez regarder vos livrets A. Allez pas, ça coûte trop cher. Billard. Et tout ça, ils étaient à Pebble Beach en plus. C'est génial. On ira l'année prochaine. Billard le plus cher du monde, 250 000 € le billard. On va vous faire apparaître à l'écran. Un vrai billard avec toutes les boules, tout ça. Vous allez le voir à l'écran et vous verrez aussi la Bugatti. Je savais pas. J'embraye parce que j'en ai fait une très courte sur une mini actu qui est complémentaire à la tienne, qui parle du salon. En fait, là, tu as parlé du salon de Paris, mais il y a aussi, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a le salon de Genève aussi. Le salon de Genève, il est à Doha. Le salon de Genève, à Doha. Du coup, tu ne peux pas l'appeler salon de Genève. Donc, tu l'appelles le salon de Doha. Ouais, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Est-ce que ça ne va pas virer un salon du luxe au lieu d'un salon grand public? Je pose les questions sans avoir les réponses. Est-ce que nous, on est content d'aller couvrir ce salon-là à Doha parce que ça nous fait voyager un peu plus qu'à Genève? Mais en même temps, il y a un problème autour des salons. On le voit bien avec le salon de Paris. Ces salons doivent se renouveler. Les constructeurs essayent de faire passer comme message que c'est un coût trop important, je pense, en n'y allant pas tous au salon de Paris. Le salon de Genève s'annule probablement à cause de ça. En tous les cas, il y a une remise aux questions des salons et on va voir ce que l'avenir nous réserve autour de ces salons. Non, mais c'est parfaitement ça. Et tu as, alors c'est drôle, Genève à Doha, ça remet dans le landerneau, tout le monde se dit. Et en réalité, Doha, c'est encore l'un des derniers bastions, tu sais, où il y a des grosses supercars. J'ai 200 mètres carrés à Paris au Mans. Ça fait un peu ça. Bon, Cédric,
Ton actualité qui suit. Ouais, faut qu'on enchaîne. Ouais, c'est drôle parce que c'est un peu ça aussi. Parce que les amis, on était censé vous faire un format 10 minutes. On est déjà à 15 minutes. On est déjà à 15, mais c'est la première. C'est les joies du direct. Ouais, comme la Porsche. Ouais. On était censé faire une vidéo de 20 minutes, on a fait 41 minutes. Moi aussi, c'est l'avenir des salons. Il y a eu un événement assez formidable qui s'appelle Pebble Beach, une semaine en Californie, qui a démarré en fait comme une sorte de concours d'élégance qui s'appelle Pebble Beach et qui réunissait des voitures venues du monde entier et surtout des voitures de collection. Ce petit événement est en passe même de devenir incontournable. Tous les constructeurs, enfin en tout cas tous les constructeurs, j'allais dire, de voitures qui font rêver, premium, s'y donnent rendez-vous aujourd'hui. Ça attire le monde entier. Cyril Drevet avait un truc très drôle, il nous avait dit. Là-bas, le bas de gamme, c'est Audi. Oui, le bas de gamme. Il y a Rolls, il y a Ferrari. C'était marrant, rigolo, Cyril, si tu nous entends. Et justement, tous y vont de leur stand qui est magnifique et chacun y expose. Justement, il y avait tout à coup la nouvelle GT3 RS qui est extraordinaire. Et tu le disais aussi, Bugatti, Audi, je ne serais pas surpris, et on regardera ce qui se passe, mais que ces salons-là l'emportent sur les grands salons internationaux. Parce qu'au fond, ils durent moins longtemps. Les constructeurs peuvent venir avec un petit stand, mais leurs joyaux, leurs nouveautés. Ouais. Et il faut le dire aussi, c'est-à-dire qu'ils sont en ligne directe avec leurs clients. Cyril Drevet nous racontait, il disait voilà, il y avait des super marques, des Bugatti que personne ne peut s'offrir, mais qui illuminent les yeux, smiley étoile. Et il disait qu'ils viennent, ils arrivent, et puis il y avait des hélicoptères. Il y avait à Augusta, je crois, il y a des hélicoptères aussi qui sont exposés. Et il entendait une femme dire à son mari ah, tu te rends compte, il y a c'est le même que nous, c'est le même hélicoptère. Ben voilà, c'est un monde totalement à part, mais ce monde qui est une sorte de galerie Lafayette de l'automobile plus restreint en espace. Devient à une caisse de résonance, mais qui se retrouve dans tous les magazines. Allez regarder à quoi ça ressemble un peu ce salon-là, Pebble Beach, sur Internet. Vous voyez, c'est un salon qui n'a rien à voir avec les autres. C'est une espèce de mi-fête à ciel ouvert. C'est sur un golf. Moi, je suis passé cet été. C'est très... voilà, c'est comme si un concours ou un rassemblement de voitures anciennes, qui avait déjà évidemment une longue carrière derrière lui, est devenu, parce qu'on en parle là, c'est dans la presse internationale, et nous, ce qui nous fait rêver, c'est plus d'aller l'année prochaine en Californie voir justement les nouveautés qu'à Doha. Tu vois, en vrai, moi, je vais être très honnête, je ne serais pas mécontent d'aller aux deux, mais le salon de Genève à Doha, rien que la phrase... Désolé, ça interpelle. Dites tout ce que vous en pensez. Voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire. On est à 18-20, on est dans les clous. Non, on était censé faire 10 minutes. Donc, je vais avancer. Fait une minute de plus. L'équipe est morte de rire. Donc, toi, tu as fait tes 3 actus. Donc, moi, ça sera ma dernière. En fait, c'est vous parler aussi des chiffres de marché, parce que moi, j'aime bien les chiffres, j'aime bien l'économie. Et vous dire qu'en fait, comment s'est comporté le marché depuis le début de l'année et comment se comporte le marché. C'est bien terminé là-dessus. Depuis le mois d'août, globalement, le marché en août a rebondi parce qu'il a progressé de 3,8%. Attention, le mois d'août est un mois atypique parce que c'est le mois de vacances. Il a progressé de 3,8% par rapport au mois d'août 2021, qui était une mauvaise année. Et globalement, quand on regarde les chiffres sur la totalité de l'année, on est sur un peu moins de moins 14%. Ça donne un peu de joie dans un monde qui était quand même un peu baissier. Ouais, voilà, mais on est quand même sur moins 14% sur 2022. Donc le monde est quand même un peu bizarre avec en tout cas, le marché français. Oui, là, c'est que les chiffres les chiffres du marché neuf et du marché français. Donc entre ces problèmes d'approvisionnement, les clients qui ne sont pas tout à fait là, ça interroge de toute manière. Et Vincent, justement, certains disent, attendez, ces chiffres baissiers ne sont pas le reflet réel des commandes. Oui, puisqu'il y a un problème de livraison. Et le problème de livraison, il est dû tout simplement aux matières premières parfois qui manquent, notamment aux semi-conducteurs. Oui, à cause de la guerre en Ukraine, etc. La dramatique guerre en Ukraine ajoute un ces impacts sur le marché neuf, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, il se vend à peu près 3 fois plus de voitures d'occasion que de voitures neuves. Donc il y a 1,8 million de transactions de véhicules neufs par an en moyenne, et il y a 6 millions de transactions de véhicules d'occasion. Et en fait, cette problématique du véhicule neuf a un impact fort sur les véhicules d'occasion. Le marché des véhicules d'occasion, depuis 2 ans, les prix montent en flèche. A priori, les études sur le véhicule d'occasion semblent dire que le marché du véhicule d'occasion a augmenté de 7,5%. C'est beaucoup. C'est énorme. Depuis le début de l'année, sur le seul mois d'août, de 1,6%. Et en fait, c'est énorme et ça a un impact
assez fort. Et prévoyant, beaucoup de gens se retournent vers l'essence. Oui. Qui existait peu dans le marché de l'occasion, puisque si tu veux, il y a 5 ans, le marché il était dieselisé à quasiment 60-70%. Donc les voitures qui ont 2, 3, 4, 5, 10 ans que tu veux t'offrir, il y en a peu en essence en réalité. Et donc l'essence c'est comme ça, le diesel s'effondre, parce qu'on se dit, avec les fameuses zones à faible émission, est-ce que je peux m'acheter une voiture diesel mais qui risque de toute façon quasiment d'être bannie des centres-villes, et puis banni tout court, puisqu'en 2025, peut-être qu'on peut imaginer que certains disent on termine le diesel. Mais est-ce qu'on ne voit pas les habitudes de consommation changer en off pour vous partager un peu des impressions? On discutait avec Hugo qui nous accompagne, et en fait, on disait que nous, il y a 15 ou 20 ans, quand tu avais un véhicule qui avait 3-4 ans, c'était considéré comme un véhicule un peu ancien. Ce n'était pas un véhicule neuf. Aujourd'hui, tu as un véhicule qui a 3-4 ans, c'est considéré quasiment comme un véhicule neuf. La durée de vie des véhicules est beaucoup plus longue, donc les prix d'occasion montent. On va arrêter là, on garde ce débat pour une prochaine émission. C'est super la porte que tu as ouverte, je vais juste très vite, c'est le paradoxe. On tape souvent sur l'industrie automobile en disant qu'il faut absolument, tu vois, tout change évidemment, tu as toujours des festifs pour créer le désir. Et en même temps, on n'a jamais autant construit des voitures durables. Exactement. Une voiture de 4 ans, dans le paysage, même pour nous, elle est super bien. Ouais. Je suis désolé d'être un tout petit peu vieux et d'être né au XXe siècle. Mais c'était pas comme ça. Mais dans les années 80, tu avais une voiture de 4 ans. C'était considéré comme vieille. Mais elle vieillissait, elle rouillait. Moi, à mon époque, c'était considéré qu'il y avait une voiture de 4 ans qui était considérée. C'était pas neuf. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Et les gens il y avait la barrière psychologique des 50 000 km. Quand tu passais 50 000, tu disais, oh putain, elle commence à vieillir, je vais avoir beaucoup de maintenance, ça va me coûter cher, je la change. Maintenant, une voiture de 30 000 km, c'est une voiture neuve. Et même 100 000 ou 120 000, tu peux y aller. Tu peux rouler, surtout si elle est hybride. Et encore plus électrique. Je suis désolé. Les amis, on va clôturer ce débat parce qu'avec M. Fréour, on est deux bavards. Déjà, c'est comme on vous l'a dit, c'est un pilote. On est heureux de partager ce moment-là avec vous. C'est une victoire, on a fait 22 minutes. Ouais. Donnez-nous vos retours dans les commentaires. Bon, comme d'habitude, le pouce bleu, la cloche qui va bien. Suivez-nous sur nos Insta pour avoir les coulisses des émissions. Et on vous dit à bientôt sur une prochaine émission, parce que vous en avez des émissions. Il y en a une, globalement, tous les 2-3 jours qui tombe, que ce soit un essai, un abonné et une émission de talk. Et il va y en avoir d'autres. Exactement. On vous embrasse. Allez, à la prochaine.